Quand on lance sa startup, quand on lance son produit, on imagine faire par exemple un site internet ou une application mobile. Donc on a vraiment une idée d'un produit clair et on se dit que c'est utile pour un marché. Par exemple, si j'étais une startup qui veut lancer une alarme connectée, je vais me dire le marché des alarmes est énorme. Je vais lancer une alarme connectée parce que je trouve ça cool, sexy et ça se fait pas trop. Normalement, quand vous lancez un produit, vous ne pensez pas tout de suite à ce qu'on appelle le cœur de cible. Au fait que votre marché, en fait, il est segmenté avec plein de petites cibles, plein de petites populations, et qu'il faut essayer de les cibler, même si vous avez le même produit. Si on reprend l'exemple de l'alarme, c'est évident qu'en fait, l'alarme, vous allez la vendre à plein de gens. Mais dedans, par exemple, il peut y avoir un électricien. L'électricien va acheter plein d'alarmes pour les installer chez des gens. Mais en même temps, cette même alarme, vous pouvez la vendre à, par exemple, le secteur de la banque, pour protéger les agences bancaires. Et après, vous pouvez aussi la vendre à des personnes âgées, qui ont envie de sécuriser leur maison. Et vous pouvez aussi la vendre aux enfants de ces personnes âgées, parce qu'ils ont envie de protéger leurs parents et de pouvoir savoir à distance sur leur téléphone s'il se passe quelque chose dans l'appartement. Donc ça correspond à 4 cibles différentes. Et il se trouve qu'en plus, le marché des alarmes, je pense qu'il y a des milliers de cibles différentes. Et c'est ce qu'on appelle des cœurs de cible. Donc, votre travail, en fait, dès que vous avez conçu votre produit, et normalement ça se fait avant de concevoir le produit, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces gens, comment couper le marché dans des segments, et de découvrir quelle est la taille de ces segments, et est-ce que votre produit répond réellement à un problème, à un besoin, des personnes âgées, ou des enfants de ces personnes âgées, ou des banquiers, et de voir s'il y a des concurrents ou pas. Donc les personas, c'est une représentation de ces segments. Une fois que vous avez compris en fait que votre marché il est composé d'une mosaïque de petits segments de population, il faut essayer de stéréotyper chacun de ces segments avec ce qu'on appelle un persona marketing. Donc ça veut dire c'est vraiment un stéréotype. La personne est blonde, elle a en moyenne 22 ans, elle a un enfant, je sais pas quoi, elle habite à Paris, elle a une capacité financière de temps pour aller au restaurant le week-end. Et donc c'est un stéréotype qui est censé avoir des points communs avec toutes les personnes que vous mettez dans ce segment. Et ça, c'est ce qu'on appelle des personas. Et ça vous permet, quand vous créez votre communication, votre marketing, votre produit, d'adapter les discours et d'avoir un espèce d'interlocuteur abstrait en face de vous et de vous dire, on ne vend pas de la même manière une alarme à une personne âgée qu'à un électricien ou qu'à une personne de 40 ans ou qu'à un jeune qui veut protéger son appart. Il y a différentes promesses à mettre en avant plutôt qu'une autre, et il y a un discours à adapter. Donc c'est pratique les personas, vraiment pour avoir l'idée d'un interlocuteur. Est-ce que la personne qui a 22 ans, qui habite à Paris, dans le 9e et qui est barbu et chauve, est-ce qu'il va être sensible au même message qu'une personne qui habite à Neuilly avec 70 ans? Pas du tout. C'est l'objectif des personas. Des personnes qui se regroupent dans un même persona, dans votre tête, c'est évidemment des éléments démographiques, ça peut être des éléments géographiques, une capacité économique, est-ce que l'argent qu'ils ont ou pas, et c'est aussi la manière dont ils ont de parler de leurs problèmes. Donc évidemment, tout le monde, si on met une alarme chez soi, c'est clairement parce qu'il y a un problème de sécurité. Donc ça, c'est le problème de base. Mais c'est la manière dont ils ont d'en parler. C'est est-ce qu'ils se regroupent sur c'est une crainte? Est-ce que c'est parce qu'ils se disent ah c'est super, je vais pouvoir vérifier ma maison à distance si jamais il y a un incendie, des choses comme ça. C'est pas la même manière de parler d'un même problème. Donc ça veut dire qu'ils partagent un peu des éléments en commun. Et surtout, ils ont une même manière de parler d'un problème. Donc là, on vient de parler des personas B2C. Mais il se trouve qu'en B2B, c'est la même chose. Derrière une entreprise, il y a plein de collaborateurs, donc ça reste des humains. Donc il faut se dire que c'est à peu près similaire. Par exemple, nous, avec Love Your Waste, on a la problématique des collectes des déchets organiques dans les cantines scolaires et cantines d'entreprise. Évidemment, on vend notre service à des entreprises, mais dans les faits, on vend notre service à quelqu'un qui est du département RSE ou quelqu'un qui est du département des achats. Donc ça reste quand même aussi un humain derrière, mais c'est sûr qu'il y a la dimension professionnelle qui est rajoutée. Donc ça veut dire son poste, la taille de l'entreprise, la capacité financière de l'entreprise, son niveau de maturité. Donc on peut aussi faire des personas en B2B, et c'est important d'en faire. Et de la même manière, il y a un marché. Et après, il y a des segments là d'entreprise. Et après, c'est juste que c'est un persona qui est un peu plus complexe à faire, puisque pour chaque entreprise, il y a des gens qui sont dedans et qui sont les décisionnaires au niveau de la vente d'un produit. Tout ce que je raconte là, c'est intimement lié aux autres vidéos qu'on a fait avant, mais surtout à celles sur le Lean Startup. Puisque normalement, dans la démarche du Lean Startup, vous devez concevoir un produit sur la base d'un problème que vous avez identifié. Et ce problème identifié, il doit être
auprès d'une population homogène. Donc le Lean Startup en fait est censé vous amener à travailler dès le démarrage avec un persona parmi d'autres et de concevoir un produit sur la base d'un problème. Donc en fait vous êtes censé déjà être dans cette démarche de comprendre tout ce que je raconte là, puisque vous avez travaillé dès le début avec des gens que vous avez fait venir toutes les semaines dans votre salle, je sais pas, vous prenez une salle, vous mettez 10 personnes dedans et vous les écoutez parler. Donc ça c'était la bonne démarche, c'est marketing et persona d'abord, identification de problèmes en commun, construction d'un produit. Mais il se trouve que sur le terrain, en vrai, on ne fait jamais ça parce qu'on n'y arrive pas. Donc on conçoit avec une certaine intuition un produit, parce qu'on a vu qu'il y a des personnes qui avaient un même problème, et après on essaie de retrouver les personas qui sont derrière. Ça c'est la réalité du terrain. Maintenant, on a compris qu'il y avait plusieurs personas. Donc, des petits segments dans un marché, et on essaie d'atteindre et de vendre notre produit à tous ces segments. Étant donné qu'on a compris aussi que ces segments étaient différents. Personnes âgées, électriciens, donc c'est un peu du B2B, les gens qui avaient des caméras connectées qui veulent vérifier l'état de leurs plantes, comme derrière là, c'est aussi un autre usage de cette caméra connectée. On ne peut pas vendre le produit de la même manière à ces trois personas, bien qu'on vende le même produit. Ce qui veut dire qu'en fait, on va devoir changer son discours pour chacun, donc la promesse qu'on leur fait, et la manière dont on va le vendre, les arguments qu'on va mettre en avant. Et évidemment, il faut adapter les canaux de communication à chacune de ces cibles. L'électricien ne va pas sur Facebook pour savoir quelle alarme vendre à son client. La personne âgée, elle n'est pas sur Facebook. Et le jeune comme JC, qui voudrait regarder à distance ses plantes, peut-être que là, il faut le cibler par Facebook. Donc là, il faut adapter le discours et le canal à chacun de vos personas. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Les moyens d'acquérir une cible en digital, il y en a plusieurs.